Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk qui va s'annoncer très macabre et très obscur, puisque nous allons parler de Warhammer Quest Cursed City, ou bien en français la Cité Maudite. Après une vingtaine d'heures de jeu sur ce jeu, je vais essayer de vous donner en toute neutralité mon expérience de jeu là-dessus, après avoir quand même marabouté pas mal le jeu. Je vous en parle un peu plus après le générique, allez, c'est parti. Warhammer Quest, Cursed City, beaucoup de balivernes ont été faites à côté, beaucoup d'échos, beaucoup de barouf pour finalement avoir une sortie un peu en dents de scie ou carrément ratée pour certains. C'est un jeu de 1 jusqu'à 4 jours pour des parties qui avoisinent grosso modo les 2 heures à 2h30 minimum pour une session. On est quand même sur quelque chose de très très lourd. Ça vaut 155 €. J'espère que vous allez pouvoir trouver ceci si vous voulez vous l'octroyer. Certaines personnes parlent d'une nouvelle vague de précommande vers peut-être juin, quelque chose comme ça, donc j'en sais vraiment pas plus. Je vous donnerai au fil de l'eau si j'ai des informations bien évidemment de part et d'autre. Le pitch un tout petit peu de ce Cursed City, la cité maudite. Vous allez jouer des héros dont je tairai bien évidemment les ambitions ainsi que le but pour vous donner le maximum de surprises dès que vous allez ouvrir votre boîte, si vous l'avez bien évidemment. Et ces héros vont devoir uniquement détruire le grand tyran. Uniquement, vous allez voir que c'est quand même assez compliqué. Ils vont devoir faire différents périples, en passant par de la chasse, en passant par des étapes de décapitation qui vont réduire à néant les lieutenants de Radukar, puisque c'est lui dont il est question, le loup effrayant vampire dont tout le monde a peur, même en donnant son nom comme ça en public. C'est en gérant justement l'influence de la ville ainsi que la peur dans la ville que vous allez devoir essayer de détruire ce Radukar, puisque vous perdez de 3 manières différentes. Soit il y a 5 héros qui sont morts autour de la table et vous avez perdu directement la partie, il faut tout refaire. Soit vous avez la ville qui tombe sous la crise, vous perdez directement la partie. Ou soit vous avez 10 points d'influence de Radukar qui lui assiège directement votre vaisseau qui s'appelle l'Adamant et vous perdez totalement la partie. Donc 3 façons de perdre, une seule façon de gagner. Sur le rapport win-win, ça va être un peu compliqué. Allez, on se fait un petit focus sur la boîte de Warhammer Quest Cursed City et je vais vous donner grosso modo comment se joue le jeu au travers bien évidemment de différents périples pour que vous ayez un sentiment sur comment se joue la chose. On va commencer déjà par le livret de quêtes. Le livre de quêtes qui va vous donner les quêtes que vous allez pouvoir faire à l'intérieur, à savoir qu'il y a 4 périples totalement différents qui vont justement vous amener dans cette ville d'Ulfenkarn, la ville qui a été rebaptisée par Radukar, le loup sanguinaire vampire. Alors attention, parce qu'il y a une formidable ici qualité narrative, 17 pages de narration, vous voyez le pourquoi vous êtes là, comment Radukar a pris la ville, comment il s'est emparé, ses sbires, le pourquoi du comment. C'est très 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 bien fait et tout ça en préambule vous permet de rentrer dans la cité. Un très gros travail qualitatif sur la narration. Moi, j'ai beaucoup adoré lire ceci avant de rentrer dans la ville, puisqu'on ne se limite pas à une seule page de lore ou de background, et ça, c'est très appréciable. Ensuite, vous allez avoir les périples. Alors, les périples, vous allez en avoir 4. Un périple de chasse qui va vous permettre de réduire l'influence de la ville, puisque si on arrive à 10 points d'influence, on a perdu. Si on arrive à 10 points de peur, on a perdu. Et si on a 5 héros out, on a perdu. Donc, vous voyez, il va falloir jalonner entre les périples de chasse qui vont réduire votre influence. À chaque fois, vous allez avoir un setup totalement différent par rapport à un lancer de dés. Ensuite, vous allez avoir les périples de fouille qui vont vous permettre de gagner bien évidemment de l'argent. Argent qui va vous permettre de vous équiper quand vous allez revenir sur votre avenir, ça ne se dit pas, sur votre navire volant qui s'intitule l'Adamant, puisque vous allez être drop à chaque fois largué sur une zone et ensuite vous allez pouvoir être récupéré sur une zone d'extraction. Donc vous allez voir tout ceci en détail. Donc la fouille qui va vous permettre de gagner de l'argent, donc ça c'est hyper important, toujours avec des plans bien évidemment de fouille. Le périple de sauvetage qui va vous permettre de réduire la peur sur la ville, mais aussi à côté d'augmenter l'influence. C'est pour ça qu'il y a un effet un peu de balance et je trouve ça super intéressant là-dessus, puisque voilà, si vous faites très bien les choses, il y a quand même l'influence ou la peur qui va monter de manière significative, donc ça c'est bien. Ça vous permet d'avoir une certaine tension dans le jeu. Le périple de sauvetage, à contrario des périples de chasse, de fouille ou de décapitation, va avoir un deck
qui se trouve ici, le deck de corbeau que je vais vous illustrer bien après pour vous montrer le pourquoi du comment ça marche. Mais là, vous allez avoir une sorte de pure dungeon crawler où vous allez avancer dans la ville sans rien connaître. Donc je trouve ça assez sympa, c'est ce qui nous rapproche le plus l'étape de sauvetage sur le précédent Warhammer Quest, le tout premier des années 90, où on dévoilait le donjon au fur et à mesure. Et les périples de décapitation, c'est là où c'est super important aussi, c'est super bien mis en place, c'est qu'avant d'arriver là-dessus, il va falloir gagner du niveau, puisque le premier gardien que vous allez pouvoir tuer, il faut avoir niveau 1, et on commence niveau 0. Et niveau 1, c'est grosso modo 3 parties avant d'être niveau 1. Donc vous voyez, il y a quand même, on va dire, ouais, 8 heures de jeu avant pour commencer un niveau 1 sur le gardien pour le détruire. Et le périple de décapitation, c'est une combinaison de sauvetage ainsi que de map. Alors, je vais vous dévoiler la toute première, parce que franchement, voilà, là c'est la gestion de crise, parce qu'il y a des crises que vous allez pouvoir gérer à l'intérieur. Donc il y en a beaucoup, hein, c'est bien foutu. Et vous voyez, donc là on a le gardien, et le gardien vous permet de dire que voilà, dès que vous allez tuer, hop, le tout premier d'ailleurs, c'est pas celui-ci, c'est le capitaine des damnés, et dès que vous allez réussir à rentrer dans son antre, donc avec l'exploration dans la cité, vous trouvez l'antre, et bien là vous mettez ce setup, et il y a tout un setup qui se fait à côté. Donc là c'est vachement plus long, hein. On est sur à peu près 4 heures de jeu pour décapiter quelqu'un, si on y arrive, sinon il faut recommencer bien évidemment. Donc voilà, il y a plein de choses là-dessus. Donc voilà. Ça, je vous ai montré pour le livret de règles, le livret de quête, pardon, et on va passer justement à ces règles. Alors, chaque joueur est doté, bien évidemment, d'une fiche de personnage. Je vais essayer de vous en montrer une, voilà, comme ça, en gros plan. Tac! Donc là, on va avoir, le personnage. Ici, on va avoir les dés alloués. On peut en mettre jusqu'à 4 pour avoir 4 actions. On va avoir le type d'arme. Ensuite, les dés qu'on va lancer quand on va pouvoir faire les attaques. Le nombre de dégâts à gauche, c'est si vous faites une réussite. À droite, c'est la réussite critique. Et ensuite, différents sortilèges que vous allez pouvoir avoir. À côté, les petites compétences, il marche de combien, il court de combien, il se défend avec quoi, etc. Derrière, on a une face exaltée. Vous allez voir, vous allez pouvoir retourner grosso modo sur un effet un peu plus bonus et punchy quand vous allez gagner une sorte de point d'exaltation, de ferveur si vous préférez, hein, les actes héroïques que va faire le joueur pour justement retourner sa fichette encore plus fortiche. Une fois que vous avez mis le petit setup comme ça, voilà, on vous dit de mettre des points de spawn qui sont uniquement des points de recherche. Vous allez pouvoir tirer des cartes découvertes tout en enlevant le point, bien évidemment, ensuite, de fouille. On va ensuite tirer pour chaque point de fouille qu'on a ici une carte de rencontre. La carte de rencontre est comme celle-ci. Elle va nous donner un groupe d'hostiles par rapport au niveau. Donc ici, pour l'exemple, on est au niveau 0 et on commence avec 2 zombies marche-mort. Donc on va mettre tout ceci sur le premier. Voilà, on va dire que le premier cadran, hop, est ici. On va mettre 2 zombies marche-morts et ici dans le deuxième groupe on a 3 zombies marche-morts. Donc on va mettre les 3e zombies ici marche-morts. On a 2 points donc on en met 2. Si vraiment j'avais 3-4 points, je reprendrais d'autres cartes, etc. Ensuite, nous allons avoir la piste d'initiative. Nous allons récupérer les 4 petites cartes qui sont affiliées aux 4 petits tokens que vous allez mettre sur vos héros, qui vont représenter les temps d'activation quand vous allez jouer les personnages. Et on va prendre ensuite la carte numéro 1 ici des ennemis, puisqu'ils vont pouvoir aussi se générer, et la carte numéro 2 ici des ennemis, que l'on va mélanger à côté pour justement constituer la pile d'initiative, pour voir qui joue en premier, etc. Avant de faire ceci, on a la phase de périple. La phase de périple, c'est très simple, c'est de faire avancer la tombée de la nuit de 1. Tatatin, vous allez voir le pourquoi du comment, puisque quand la nuit arrive, les monstres deviennent de plus en plus féroces et ça va être un peu compliqué de leur mettre des tatanes. Et ensuite, ici, on a la quête. Alors, la quête, c'est de tuer 10 capitaines, par exemple, dans une épreuve de chasse, ou alors de secourir 8 villageois dans un périple de sauvetage, ou alors de récupérer tant dans une équipe de fouille. Voilà, donc ça, c'est ce qui va donner le compteur, en fait, de votre quête, de vos actions. Une fois qu'on a mélangé tout ceci, voilà, je vais même les remettre à l'endroit, sinon ça n'a pas de sens. On les laisse à côté, bien évidemment, puisqu'on doit lancer nos dés. On va lancer les dés du destin. Les dés du destin, ce sont les dés qui vont vous permettre de faire des actions supplémentaires. Par contre, nous allons enlever les doubles. Donc là, j'ai fait double 6. Je vais le mettre du côté droit de l'adamant de mon navire. Et j'ai un 4, un 2 et un 3 que je vais pouvoir allouer sur un de mes personnages. À savoir qu'un personnage peut utiliser jusqu'à 2 dés de destin qui se trouvent ici. Une fois que tout ceci a été fait, nous allons lancer les dés de capacité justement pour nos héros. Ici, on a un 3 pour l'exilé. Le 6, on va le mettre ici. On a un autre 6, on a un autre 5. Pour le capitaine Emelda, on va lancer, on a un 2, on a un 3, on a un 5 ici et on a un 6. Pour ensuite, Jelsen, qui est mon chouchou Darok, on a un 6 et que des 2. Donc voilà, on va les mettre ici, ici et ici. Et ensuite, pour le Brutog, qui est le croque-mort, nous allons avoir, pas très fort, lui, nous allons avoir un 3, un 1, un 1 et un autre 2.
Une fois qu'on a fait tout ceci, eh bien, on passe à l'étape d'initiative. L'étape d'initiative va nous dire de prendre le petit paquet et de retourner les cartes. Donc, c'est-à-dire que le premier joueur ici, eh bien, ça va être le capitaine Eldelma Braskov. Ensuite, en deuxième, nous allons avoir eh bien, les zombies qui vont jouer. En troisième position, nous allons avoir Qualtis l'exilé qui va jouer ici. En quatrième position, nous allons avoir eh bien, Jelsen Darok, le Vampire Killer. Ici, nous allons avoir le Brutog Croque-Mort. Et à la fin, nous allons avoir eh bien, le dernier groupe qui est celui-ci. Bien évidemment, il faut mettre eh bien, les points. Alors, on va mettre ici pour le deuxième point 3 zombies. Donc, on va avoir des tailles comme ça petites qui sont les zombies ainsi que l'Ulfengard. Et on va avoir des héros ou alors des monstres très gros comme ça qui vont prendre une seule tuile. Par contre, quand vous allez avoir des petits monstres comme ça, vous pouvez en mettre jusqu'à 2 sur une case, hop, directement. Et le troisième, eh bien, on va le mettre par exemple ici. Voilà, ça c'est très bien. Ils sont adjacents au point de spawn, ça c'est important. Et ici, nous allons en mettre 2. Donc voilà, les 2 sont ici. Une fois que vous avez placé tout ceci, on arrive à la phase qu'on appelle de manœuvre. Une phase de manœuvre nous permet de défausser un dé qui vient de notre carte et non pas des points de destin que vous avez ici, un dé d'une carte pour justement changer eh bien, son rapport. Ça veut dire que si eh bien, je veux jouer avant le porteur numéro 1 ici, qui est les zombies marche-mort, eh bien, je pourrais prendre un dé ici, le mettre à côté, faire un test d'agilité. Si je fais une réussite, eh bien, je prends la première place et je remets justement celle-ci en troisième position. Et si je fais un critique comme ça, eh bien, je peux déplacer où je le souhaite, bien évidemment, mon exilé ici. Bon, ça, pour l'exemple, je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer l'étape de manœuvre. Et ensuite, on passe à la phase justement d'activation. En suivant la piste d'initiative, vous allez activer justement vos héros ou alors les monstres qui se trouvent directement sur Ulfengarn. Du coup, nous allons jouer avec le capitaine Emelda. Pour eh bien, un dé plus précisément, puisque un jet vous l'avez déjà fait, vous l'avez compris. Pour un jet de 1 ou plus, vous allez pouvoir vous déplacer. Se déplacer, c'est se déplacer de 3 cases. Donc quand on se déplace, on peut passer bien évidemment au-dessus de ses potes, il n'y a pas de problème, ou sur les cases, mais on ne peut pas s'arrêter dessus. Par contre, on ne peut pas passer sur les cases des ennemis. Donc je fais 1, 2 et 3. Quand je viens au contact directement adjacent à un monstre, je suis dans l'obligation de stopper. C'est-à-dire que si je pouvais faire par exemple 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux pas. Dès que j'arrive là, hop, c'est à côté d'une kill zone, je suis obligé d'arrêter. Ok? Donc pour l'exemple, on va se mettre ici. Ensuite, eh bien, si vous avez un 3+, vous allez pouvoir courir. Donc au lieu de faire 3, vous allez pouvoir faire 4. Mais par contre, là, je ne peux pas parce que je suis adjacent. Si je bouge, ben, je fais 1, je suis encore adjacent, ça stoppe mon mouvement. Donc vous voyez, vous n'allez pas pouvoir vous dérober non plus par rapport aux monstres quand ils sont adjacents, parce que toutes les cases adjacentes vous permettent de vous stopper. Pour une action, vous allez pouvoir faire une action d'arme. Alors les actions d'arme, des fois c'est 4+, des fois c'est 1+. Généralement c'est sur 1+, vous allez pouvoir quand même attaquer à chaque fois, à chaque tour. Donc là je vais pouvoir dépenser mon 3 eh bien, pour faire une attaque. Mais à côté de ça, je vois que par exemple le capitaine Emelda Braskov, elle est super forte avec eh bien, son coup fatal. Si je dépense un 6, qui est le cas ici, je vais pouvoir faire pour une action eh bien, 2 attaques directement sur une tuile avec 2 assaillants ou alors 2 tuiles séparées adjacentes avec eh bien, un assaillant. Donc je vais choisir ça, je vais lancer mon dé rouge et je vais voir ce que je fais. Donc je fais un petit symbole ici, eh bien 2 dégâts, ça veut dire que je fais une réussite. Mon arme me dit que je fais 2 dégâts, eh bien je vais prendre 2 dégâts et je vais le mettre directement ici, hop, sur le petit zombie là-dessus. Le deuxième zombie, je refais une attaque et là je fais, hop, un critique. Le critique fait 4 dégâts, hop, je tue directement celui-ci et je le mets là-dessus. Vous allez voir le pourquoi, c'est pour activer justement les groupes par la suite. Donc là, j'ai fait tout ceci. J'ai infligé eh bien, 4 dégâts, ok, donc je peux faire quelque chose d'autre à côté. Je vais essayer de le terminer, donc je vais relancer encore un dé, hop. Et bien là, je fais encore 2, ça fait 4. Il détruit, hop, au maximum. Ce point de groupe déjà ne pourra pas s'activer au prochain tour, c'est-à-dire une fois que le capitaine a fini de jouer, elle ne pourra pas s'activer puisqu'il n'y a personne directement, ils ne peuvent plus s'activer. Ensuite, j'ai encore un 5, et bien le 5, je vais pouvoir me faire une course, 1, 2, 3, 4 par exemple. Je peux dépenser ici un 2, hop, pour avancer encore, 1, je me mets ici, et je dépense encore un autre dé de destin, c'est le maximum que je puisse faire. Je vais faire une attaque, et ici par contre, je fais encore un coup critique, et je tue, hop, cette fois-ci, celui-ci. Une fois que tout ceci a été fait, vous pouvez faire un jet d'exaltation. Alors le jet d'exaltation, il se fait avec un dé 12 qui est le dé de quête. Pour chaque point que vous avez pu mettre
de dégâts qui ont tué le monstre, c'est-à-dire ici j'ai mis un 4, je l'ai tué, ici j'ai mis un 4, je l'ai tué, et là-bas j'ai mis un 2, ça fait 10. Si je fais de 1 à 10, je gagne un petit pion d'exaltation qui se trouve ici. Au bout de 3, je peux retourner directement la fiche de mon personnage pour l'augmenter. Je peux utiliser un point pour justement relancer mes dés, etc. Donc ça vous permet de faire plein de choses. Donc je vais le mettre ici parce que je pense que je vais réussir. Ben non, voilà, le dé m'a montré que je ne pouvais pas réussir. 12, c'est supérieur à 10. Ah là, ça m'arrive rarement aussi, mais ça m'arrive. Du coup, non, c'est pas mal pour ta truffe, tu n'auras rien ce tour-ci. Une fois que tout ceci a été fait, donc vous voyez grosso modo comment ça joue, on va passer encore un autre tour pour... Je vais vous étoffer, je vais rester un peu plus longtemps dans la vidéo pour vous montrer grosso modo comment ça marche. Et on va ensuite activer. Alors, on doit activer le groupe numéro 1. On ne peut pas. On nous dit que du coup, cette carte, elle est défaussée et on va en remplacer par une autre face cachée. Hop, directement. On ne sait pas ce qui va arriver au prochain tour du coup quand le numéro 1 va jouer. Donc, il y a quand même un nouveau timing qui va arriver. On passe ensuite à Qualtis. Qualtis va faire une action de course. 1, 2, 3 et 4. Elle peut aller jusqu'à 5, voilà, jusqu'à 5 on la met ici. Je peux dépenser un 4+, pour justement fouiller. Je vais dépenser mon 5 pour enlever ce petit token de fouille et récupérer une carte. Et là, je trouve une pierre de royaume. La pierre de royaume, c'est la monnaie du jeu. C'est ce qui va vous permettre de justement gagner des armes quand vous allez revenir sur l'adamante, qui est votre navire en fait, où vous allez pouvoir vous soigner, etc. Donc ça, je gagne une pierre. Donc je la mets à côté, voilà, je gagne une pierre, il n'y a pas de problème. J'ai encore d'autres actions, voilà, j'ai un 6, et bien je vais faire 1, 2, 3 et 4 et je m'arrête ici automatiquement. Je vais pouvoir faire ma lame elfique qui est de 4+, donc je dépense un 6. C'est bon, je lance 2 dés. Et là, je fais critique. Je fais critique, mais j'inflige que 1. Et oui, parce que malheureusement, elle n'est pas si forte au corps à corps, c'est une archère. Mais à côté de ça, on me dit qu'à chaque fois qu'une action de lame elfique réussit, où ça tue un hostile, je place un dé d'activation. Donc là, par contre, je ne l'ai pas tué, je ne peux pas placer un dé d'activation. Et là, ça termine mon tour. On passe ensuite à Jelsen, lui qui va défoncer un 2, il va parcourir 3 cases. 1, 2, 3, il va se mettre ici. Il va dépenser un 2, il va parcourir 3 cases. 1, 2 et 3. Il va prendre encore son 2, il va parcourir 3 cases. 1, 2 et 3, il va se mettre ici. Et là, il va essayer la lame ardente pour son dernier jet, voilà. Il fait un 1. Un 1, ça fait 2 dégâts et il tue directement celui-ci, donc qui vient directement là-dessus. Tac. Donc là, on est déjà mis, hop, et c'est terminé. Donc vous voyez, ça peut aussi aller très vite quand vous avez les jets qu'il faut et l'harmonisation. Donc là, on est sur du niveau 0, c'est du zombie tout pourri, donc c'est normal que ça parte très vite. Ensuite, nous allons avoir le Brutogre qui lui va avancer de 3, 1, 2, 3. Ensuite, on va le faire avancer, 1, 2, 3. On va encore le faire avancer, 1, 2 et 3, on va le mettre ici. Et le 3, on va faire une taille pense, c'est-à-dire qu'on va lancer les dés, voilà, on fait un 2, ça fait 3 dégâts, hop, 3 dégâts, ça c'est fini. Et on n'en parle même plus. Donc vous voyez, là j'ai clean directement le petit plateau. Donc on va mettre tout ceci là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il ne peut pas s'activer. Donc on enlève bien évidemment, hop, 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 les mange-morts. Donc, alors il a fait par contre, à chaque fois que vous avez tué quelqu'un, vous faites un jet d'exaltation, c'est gratuit, donc vous pouvez le faire. Donc là, il a infligé 3, on lance un dé, 8, non, ça ne marche pas. Jelsen avait infligé, je crois, 2 ou 3, donc voilà. Si vous faites entre le 1 et le maximum de points de dégâts que vous avez fait pour tuer, encore une fois, uniquement tuer et pas blesser, pour tuer un monstre, vous pouvez bien évidemment arriver là-dessus. Tout ceci a été fini, on arrive ensuite à la fin de tour qui est la phase d'activation des hostiles, mais puisque personne ne s'est activé, c'est fini. On arrive à la phase d'événement. Durant la phase d'événement, nous allons lancer un dé. Le dé nous dit que voilà, on fait un 8. Un 8, on nous dit qu'on peut soigner par exemple quelqu'un, etc. ou de ramener quelqu'un qui a été mort au combat. Pour le coup, il n'y a personne. Et on va recommencer bien évidemment un autre tour, c'est-à-dire qu'on va avancer le tracker nuit d'ici, on va ensuite récupérer, donc là je vais mettre une autre carte là-dessus, puisqu'on ne pouvait pas, on va récupérer, tac tac tac, les choses là-dessus, et on va voir pour les monstres comment ça se passe, tac tac tac. Alors on va remélanger tout ceci, donc voilà, on va même tricher si on n'a pas un monstre au début, voilà, et là on a un monstre au début, c'est formidable, on va pouvoir ne pas tricher, voilà, on va remettre tout ceci, vous l'avez compris, ça c'est la piste d'initiative. Au préalable, nous allons lancer les dés, voilà, on va les lancer, peut-être que ça va nous donner des doubles, voilà, double 4, double 5 et 3. Donc là, vous voyez, je n'ai qu'un dé par exemple pour la prochaine activation en plus. Donc vous voyez, ça peut aussi vous donner 0. Donc quand on arrive sur une phase d'hostile, et on va bien évidemment faire quelque chose pour vous montrer quand c'est face cachée et quand c'est face aussi visible. Quand c'est face cachée, on va retourner la carte et on va voir ce que ça nous donne. Ça nous donne déjà 3 Ulfengard.
Quand on met les Ulfengard qui viennent de manière cachée comme ça au tout autre groupe d'hostiles, donc on va prendre voilà, on va prendre une bannière, on va prendre 2 piquiers comme ça, hop, on va les mettre ici. Quand ils arrivent, eh bien on va prendre le point de spawn le plus loin, ça c'est dans la chasse et dans la fouille. Par contre, dans l'exploration, le sauvetage, c'est le plus près, donc ce qu'on appelle le nécroporche ici. On va les mettre ici et ils vont faire une avancée. Alors faire une avancée, c'est un mouvement puis une attaque. Donc ils avancent de combien? C'est très simple, on va avoir leur capacité ici directement. Donc vous voyez qu'on a un mouvement de 3, des blessures de 2, donc dès qu'ils se prennent 2 blessures, ils sont morts, et ils ont une taille petite. Et ils ont bien évidemment un ruling qui nous permet de faire des actions différentes avec eux. Et derrière, c'est la phase quand vous allez arriver sur le token qui est la nuit ici. Donc quand tous les ennemis arrivent sur la nuit, hop, tout le monde se retourne, et là vous allez voir, c'est des stats un peu plus boostées et plus punchy. Donc là, pour le coup, ils vont avancer de 3, ils vont essayer de taper. Donc lui va avancer de 3, il va faire 1, 2 et 3, il n'y arrive pas. Et ici, il va faire 1, 2, 3, il est ici, voilà, pareil. Et lui, il était ici, il va faire 1, 2 et 3, il va se mettre là-dedans. Et là, il peut taper, vous voyez, il est adjacent, tac, tac, tac. Et quand il tape, bah, c'est très simple. 2 dés blancs pour les mêlées, donc on va les lancer, hop, directement, voilà. 2 dés blancs et on prend le meilleur des deux. Alors bien évidemment, si vous faites 2 réussites comme ça, vous les additionnez pas, c'est uniquement le meilleur des deux, hein, donc ça ne s'additionne pas. Donc il a fait un critique. Le critique, ça donne eh bien 2 dégâts. Avant de prendre le dégât, je fais un jet de défense pour eh bien, le capitaine Emelda. Le jet de défense me dit que je lance un dé comme ça, bleu. Je lance mon dé. Pour une réussite, je réduis de 1. Pour une réussite critique, je réduis de 3. Donc là, il m'inflige 2, moins 1, ça fait 1. Eh bien, je prends un petit dégât. Eh bien, c'est un point que je ne pourrai pas mettre là-dessus quand je vais lancer mes dés, vous voyez. Donc ça vous permet de vous pénaliser un peu. Bien évidemment, si vous prenez d'autres dégâts, vous ne mettez pas eh bien, de token supplémentaire. Vous retournez un token qui arrive sur un dégât critique. Donc pour le retourner, il faut se soigner une fois pour le remettre comme ça et se soigner une deuxième fois pour l'enlever. Donc ça vous prend un peu plus de temps. Donc là, pour le coup, on est là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, hop, on va remettre le petit niveau. S'il y avait des Ulfengard ici, qui n'étaient pas morts ni quoi que ce soit, et du coup, qui doivent agir, ben, on va lancer tout simplement un dé, 10, le dé de quête, qui va nous donner un 11. Et là, on nous dit que le 11, c'est danse macabre. Chaque hostile actif fait une action de mouvement, puis une action de charge. C'est-à-dire qu'ils vont bouger une fois, et la charge dit qu'ils vont bouger et ensuite taper. Donc alors du coup, là, ils pourraient bouger grosso modo de 6. 3 plus 3, puisqu'ils bougent 2 fois, ça fait 6. Donc là, ils font une grosse charge quand même. Hein. Ils sont sur quelque chose eh bien, de très fort. Hein. La charge, vous allez pouvoir bouger 2 fois, donc c'est quand même assez colossal. Voici grosso modo comment ça passe, et bien évidemment, hein, pour chaque carte retournée, vous allez refaire des choses, etc., etc., etc. Arrive ensuite la fin du périple, et on va finir là-dessus, parce que ça fait une vingtaine de minutes que je vous explique grosso modo hein, comment ça se passe. Quand vous avez fini votre périple, il va falloir eh bien, appeler ce qu'on appelle une drop zone. Donc la drop zone, c'est la petite tuile que vous allez avoir ici, voilà, hop, hop, hop. La petite tuile que vous avez ici, avec les petits fumigènes pour dire hey, « les gars, on est là, vite, il faut venir ». Donc dès que vous allez avoir un petit portail, voilà, on va prendre un portail fermé, vous allez pouvoir dépenser un 4+, pour ouvrir ce portail et pour dire que la drop zone est ici. Donc vous voyez, directement. Et vous allez pouvoir eh bien, mettre vos personnages qui vont pouvoir mettre fin au périple, justement, et sortir et puis s'évader vers l'Adamante. Vous allez devoir faire les conditions ensuite de fin, savoir si vous avez réussi le scénario ou pas du tout. Ça va être situationnel. Vous allez avoir un table de jet qui va vous permettre de voir si vos héros qui ont été hors de combat sont morts ou pas du tout. Et vous allez avoir un événement pour voir si, dès que vous sortez, vous sécurisez votre sortie ou alors pas du tout. Il va y avoir une influence des bonus si vous avez réussi la mission et des malus si vous avez fini dans la nuit et si vous avez trop tardé justement à réussir votre mission. Donc là, il y a tout un aspect aussi à prendre en compte, sachant que plus vous faites des jets plus bas et plus c'est compliqué de sortir, il y a des choses où vous pouvez tomber malade, etc. Plein de choses qui se passent. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous vous êtes rendu compte, principalement, c'est beaucoup de tatane au corps à corps et de la mêlée. On n'est pas comme sur Blackstone Fortress où on a quand même des tirs, etc. Mais il y a eh bien, des héros qui ont des capacités de tir, notamment eh bien, Jelsen. Quand vous allez avoir des compétences de tir, pour voir la ligne de vue, c'est très simple. Si vous êtes sur la même tuile comme ça, il n'y a pas de problème, vous voyez tout le monde. Si vous êtes ensuite sur une tuile qui est adjacente à une autre avec un petit portail ici, donc une porte grosso modo, vous pouvez voir, donc il n'y a pas de problème. Ici, vous ne pouvez pas tirer, c'est du corps à corps. Par contre, ici, vous ne voyez rien du tout, puisque vous voyez, c'est pas adjacent, etc. Et même le corps à corps ne marche pas ici, vous voyez. Le corps à corps, c'est vraiment là quand ça marche. Ou alors ici, vous voyez,
ces deux cases sont reliées avec ces deux cases. Là, c'est du corps à corps. Et là, par contre, je peux tirer, puisque je peux relier les deux, machin, sans problème. Donc voilà, c'est un peu bizarre aussi, leur ligne de vue, mais bon, pourquoi pas, c'est pas non plus très compliqué. Et tout ceci, vous allez le faire lors de la fouille, lors de la chasse, lors de la décapitation, bien évidemment, il y a un setup prédestiné. Et lors, et on finit là-dessus, de l'exploration, eh bien, vous allez avoir un petit deck comme ça. Dès que vous allez ouvrir une porte, vous allez retourner une carte et ça va vous donner une tuile avec justement, eh bien, différentes portes où vous allez pouvoir les mettre. Donc, si vous venez de là, vous mettez la porte la plus lointaine, donc elle se trouve ici. Vous allez tirer à chaque fois le nombre de cartes adéquates pour les hostiles. Vous allez les placer. Donc au fur et à mesure que vous allez arriver sur des salles, vous allez trouver des ennemis, des ennemis, des ennemis, des ennemis, etc. etc. Et vous allez devoir vous sauver eh bien, justement avec ce gros paquet là que vous avez d'exploration. Vous pouvez bien évidemment acheter des items, vous pouvez acheter eh bien, du stuff, etc. Petit dommage, il n'y a pas d'illustration sur les items, bah moi je trouve que au niveau fluff c'est pas si top. Et vous allez pouvoir monter de niveau, et oui, puisque beaucoup de personnes se sont dit mais comment on monte de niveau dans ce jeu? Super simple, quand vous allez gagner un périple, ok, vous allez tout de suite gagner un jeton comme ça d'expérience, d'accord? Hop, voilà, tout le monde a gagné, bravo, on est content. Quand vous finissez un deuxième chose, on peut vous dire bah, gagner un autre degré d'expérience, c'est-à-dire le jaune va passer comme ça à l'argent. Ou alors inversement, hein, je sais plus, je crois, non c'est l'argent, ensuite c'est le jaune, donc voilà. Ça c'est le niveau 2, ça c'est le niveau 1. Et dès que vous passez au niveau 3, grosso modo, de ce token, vous l'enlevez et vous passez au niveau 1. Quand vous passez au niveau 1, vous allez voir, c'est super simple. Vous allez avoir différents traits ici à choisir. C'est-à-dire que si Jelsen, eh bien, doit monte d'un niveau, je vais pouvoir choisir eh bien, un trait qu'il a sur sa fiche. C'est-à-dire qu'ici, il est exécuteur humain, ordre d'Azir. J'ai le trait exécuteur ici, j'ai le trait lame, j'ai le trait pilier, ça tombe mais c'est pas grave. J'ai le trait maître du savoir, exécuteur, lame, etc. Alors, l'exécuteur ici, je vais pouvoir le mettre là-dessus, ok? Donc le trait arrive finalement ici, voilà. On a ce trait-là, et donc Jelsen au niveau 1 est ici. Et Jelsen, du coup, à son niveau 1, eh bien, dès qu'il est niveau 1, il va pouvoir faire des réflexes fulgurants, c'est-à-dire il ne va pas réduire le score des dés d'activation restants sur la carte de personnage de ce héros. Et vous allez me dire, mais c'est quoi les dés d'activation restants? Bah, c'est super simple, et c'est justement le dernier truc, c'est que dès que vous faites, par exemple, je sais pas, il vous reste un dé, vous dites, bah, j'ai plus rien à faire, voilà, j'ai fait tous mes trucs, là je peux pas attaquer, ça me sert à rien, il me reste un 3 ici, eh bien je vais garder mon dé d'activation pour une réaction. Quand vous faites tout ceci, normalement, le dé décroît de 1, c'est-à-dire de 3, on va le passer à 2, ok? Jusque-là, pas de problème. Mais avec ces réflexes fulgurants, ben, on ne va pas décroître, eh bien, on ne va pas descendre le dé, on va le laisser directement à 3. Alors, vous pouvez en garder de 1 jusqu'à 4. Hein. Vous pouvez dire, mon tour, ben, je fais rien, je vais laisser tout le monde comme ça, voilà, je vais laisser un 3, je vais laisser un 5. Et à côté de ça, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à un moment donné, quand les ennemis vont arriver du coup à votre cac et qu'ils vont finir soit une attaque d'arme ou une attaque de mouvement, vous allez pouvoir dépenser un dé pour réagir et faire une attaque. Donc par exemple, ici avec Jelsen, lui va avancer de 1 et 2, il va devoir attaquer Jelsen, Jelsen fait hop, je dépense mon 5, je fais une attaque, voilà, je lance, ça fait 2, hop, t'es directement buté, ok? Si par contre là, ben, il lui arrive rien ou alors il se prend qu'un dégât, il ne meurt pas, et bien du coup, lui va pouvoir attaquer derrière. Et ensuite, une fois que l'attaque a eu raison de Jelsen ou pas du tout, Jelsen va pouvoir ensuite dépenser un dé pour contre-attaquer, etc., etc. Donc ça c'est sympa, c'est des systèmes de riposte comme ça qui vous permettent de faire des trucs assez cool. Et puis vous avez vu l'ensemble là, donc les objets ici, vous allez avoir les objets de l'adamantum ici, vous allez pouvoir avoir le deck d'exploration, vous allez pouvoir avoir d'autres decks ici à côté. Vous avez bien évidemment d'autres héros que je ne vous ai pas montrés, hein, à savoir un gros maître des anciens, un nain, un maître soin ainsi que un dueliste que vous allez pouvoir avoir ici. Et la phase d'événement à la fin, comme je vous l'ai dit, on lance le dé, on voit ce que ça fait, et puis tout ceci est fini dans la joie et la bonne humeur. Allez, on dézoome et je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, c'est vrai que je suis resté un peu longtemps, même voire carrément beaucoup de temps, ça fait une trentaine de minutes que je vous expose le pourquoi du comment avec un tour, pour justement vous donner le sentiment de comment se joue un peu ce Cursed City. Et il était important pour moi de vous montrer les différentes facettes, à savoir les différents périples, puisque voilà, on voit un peu des let's play qui sont un peu brouillons ou alors qui vous disent oui, non, c'est bizarre, j'active comme ça alors que pas du tout, ça ne s'active pas comme ça. Donc je voulais vraiment prendre le temps là-dessus. Et on passe bien évidemment au point négatif et au point positif avant le verdict. Verdict final, avec 20 heures de jeu dans les dents. Alors le point positif, les points positifs à l'intérieur, c'est la qualité narrative déjà que vous allez avoir et c'est l'univers macabre d'Ulfengarn, de Radukar, de tous ces sbires qui se mettent en harmonisation pour vous donner une très bonne expérience
sur le narratif et sur l'immersion. Donc il y a une grosse qualité ici narrative qui va renforcer votre immersion quand vous allez rentrer dans cette cité maudite. Effectivement, au préalable, on ne sait pas tellement ce qu'on fait dedans, mais au fur et à mesure que vous allez lire les 17 pages dans le livret de quête qui vont justement amorcer l'histoire principale, eh bien tout ceci vous permet de vous raconter vraiment une histoire. Donc ça, c'est un très bon point là-dessus sur la qualité narrative. Autre point positif là-dessus, ils sont très forts, on le sait très bien, c'est les figurines, le bestiaire. On a des chauves-souris, on a des gros monstres qui sont... Alors, j'ai plus le nom, je vais vous les montrer. Vous voyez, des gros monstres comme ça, hein, des gros vampires. Toutes les postures sont dynamiques, vraiment. Il n'y en a pas tellement où je me suis dit « Oh non, c'est dommage ». Moi, je trouve toutes les figurines super, super belles. Peut-être, on va dire, Qualtis, l'exilé, l'elfe, on va dire, elle est un peu moins frivole que les autres, mais toutes les autres, elles sont cool, que ce soit le zombie, que ce soit les ogres avec les haches démoniaques, que ce soit les petites chauves-souris comme ça sur les pierres tombales. Vraiment, tout était bien mis en place. Les boss aussi sont très, très charismatiques. Donc, il y a un vrai effort là. Enfin, un effort, on le connaît, hein, ils savent très bien le faire. Donc, il y a une très, très bonne base ici sur les figurines. Le matériel aussi est de bonne qualité. Je reviendrai un tout petit peu sur le DK au niveau des tuiles, mais sinon, les cartes, bah, c'est plutôt pas mal. J'aurais préféré personnellement ne pas avoir l'image de la figurine, mais d'avoir l'image de l'avatar directement qu'on a à l'intérieur des fiches. Donc c'est dommage, hein. Là on a un rappel des figurines, bah, c'est dommage, je préfère l'avatar. Je pense que moi je vais les customiser là-dessus pour avoir vraiment l'avatar. Et puis vous avez sinon les dés, voilà, tout ça c'est de bonne facture, il n'y a pas de problème là-dessus. Autre point positif à l'intérieur, eh bien c'est la capacité que vous allez pouvoir avoir pour justement votre système de jeu sur le gameplay, en passant par des dés de réaction, en passant ensuite par des jets d'armes, en passant par de la mêlée, en passant ensuite sur la couverture. Alors la couverture entre guillemets, quand vous allez vous entendre bien évidemment avec votre joueur, parce qu'il n'y a pas de système de couverture ni de cover comme Blackstone Fortress, hein, il n'y a pas tout ceci, il y a moins de tirs que dans Blackstone Fortress, là on est sur de la mêlée quand même pure, hein, c'est une sorte de zombicide-like, donc là vous allez pouvoir vous adonner à plein de choses, taper, etc. L'autre point positif du jeu, et on finira bien évidemment là-dessus, eh bien c'est le côté storytelling que vous allez avoir en plus des différents périples que vous allez faire. Alors effectivement, dans Silver Tower, on avait ce sentiment de récupérer les fragments, mais il n'y avait pas une continuité en soi dans le labyrinthe de pans que vous allez devoir avoir. Le Blackstone Fortress déjà augmenté un peu plus, Shadow over Emerald, moi je n'ai pas joué à ça parce que j'ai pas du tout aimé. Blackstone Fortress donnait déjà un peu plus de contenu. Et là, on est sur un truc un peu plus haut que Blackstone Fortress, uniquement, bien évidemment, sur la gestion de périple. On a la gestion de crise, puisque si ça arrive à 10, vous perdez. La gestion de terreur, si ça arrive à 10, vous perdez. Et la gestion des héros, si vous arrivez à moins de 5 héros, enfin à 5 héros qui sont morts, vous perdez directement la partie. Donc il y a tout un système de balancier à regarder en se disant hop, 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 hop. On ne peut pas faire une décapitation à côté parce qu'on a 8 en influence, et si on laisse, il nous détruit l'adamant et du coup on perd la partie. Donc il faut réduire quand même les trackers, et sachant que quand vous allez réduire une notion, l'autre élément va monter. Donc vous voyez, c'est toujours comme ça. Donc ça permet de garder un certain rythme dans le jeu, dans la campagne entre guillemets. Et c'est vrai que c'est bien foutu quand même à l'intérieur. Voilà, tout est redynamisé, tout est fait pour que vous soyez vraiment accompagné dans Ulfengard, cette cité maudite. Et tout est mis en avant pour justement avoir ce côté narratif et ce côté de gestion de campagne que vous allez avoir au fur et à mesure. Vous allez augmenter de niveau, donc ça c'est très sympa. Vous allez pouvoir vous stuffer, récupérer des armures, vous allez pouvoir acheter des armes, vous allez pouvoir découvrir des choses, vous allez pouvoir faire des gestions de crise, donc ça c'est très sympa. La gestion de crise, c'est toujours, je crois qu'il y a à peu près 180 événements de crise où dès que vous récupérez une crise, vous choisissez un personnage, hop, vous l'enlevez du plateau, celui-ci va gérer la crise, et des fois la crise va vous dire le joueur revient maudit, vous le replacez et il est maudit. Du coup c'est un peu plus compliqué, machin, ou alors il est malade parce qu'il est parti gérer sa crise. Donc là c'est assez sympa tout ceci. On passe maintenant aux points négatifs, et oui, il y en a aussi des points négatifs, et il n'est pas exemple de défaut ce Warhammer Cursed City. Premier point négatif ici, c'est les règles. Et oui, les règles, pourquoi? Alors, on sait que Games Workshop, eux, les règles, franchement, c'est du... Tiens, on vous donne ça, et puis c'est vraiment une entrée en gamme. C'est pas des spécialistes de jeux de plateau, ça se sent sur les livrets de règles qu'ils font. Que ça soit Spacel, que ça soit d'autres jeux qui sont dans leur gamme. Blackstone Fortress avait la même chose, Silver Tower c'était la même chose. Ils font des livrets de règles peut-être pourraves, quoi, parce que y a pas beaucoup d'exemples, parce qu'on vous parle de jets, mais bien après, alors que normalement c'est dans des étapes de fouilles, parce que les séquences d'un tour, vous avez ici
les références pour un tour, mais les actions de héros se retrouvent eh bien, dans la gestion de livret de quête au derrière. Donc vous vous dites, mais pourquoi ne pas avoir mis une carte directement de référence? C'est plus simple, hein, voilà ce qu'on peut faire avec notre héros, etc. Donc ça, c'est très mal foutu. Livret de règles, toujours très mal foutu sur Games Workshop. En plus, il y a des règles où voilà, la gestion des hostiles, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, j'ai dû reprendre en me disant, mais attends, mais pourquoi on fait ça? Comment, machin? Donc voilà, ça, c'est un peu compliqué. Donc ça, du caca, hein, Games Workshop. À un moment donné, il faudrait peut-être récupérer quelqu'un du jeu de plateau pour vous faire des règles et designer un peu mieux quand même les jeux. Ce sera un peu plus sympa quand même pour nous et aussi pour vous. Deuxième point négatif du jeu, c'est le... On va dire... Comment on peut dire ça? Si, on peut le dire, mais je suis en train de chercher un truc... un peu plus correct, c'est le jeu en dents de scie. Alors le jeu en dents de scie, le rythme en dents de scie plus précisément. Voilà, le rythme en dents de scie, c'est un jeu qui a une rythmique assez particulière. C'est-à-dire comme vous pouvez le voir au début là du tour, j'ai décimé hein, tout un truc sans problème. Hein. Voilà, super réussite, allez, paf, 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 je gagne des points d'exaltation, je retourne ma fiche, allez, c'est formidable, je tire des flèches, tout le monde meurt, machin. Et vous pouvez vous dire que vous roulez sur le jeu directement. Il y a des moments où vous survolez comme ça le jeu, il y a des moments où vous peinez, mais vous peinez parce que les jets en fait sont contre vous. Vous dites, mais attendez, oh là, j'ai fait 3 actions de tape, et dans les 3 actions de tape, je ne suis même pas foutu de taper un zombie. Et le zombie à côté, lui, va juste tirer avec le dé, hop, autocritique, et du coup, vous allez vous prendre des dégâts, vous allez pouvoir vous soigner. Ben, se soigner, c'est compliqué, vous allez défausser un dé, et bien, il faut faire un jet de vitalité. Le jet de vitalité, vous dire, ah, mais j'y arrive pas, donc c'est compliqué. Voilà, il y a plein de choses que... C'est un jeu quand même en dents de scie, comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, les dés ne favorisent pas justement le fait de pouvoir gérer la chose. Hein. Vous pouvez lancer 2 dés rouges, et dans les 2 dés rouges, vous pouvez faire auto-fail sans problème. Donc vous vous dites déjà par rapport à ça, c'est compliqué. À côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui va décimer toute une horde eh bien, de monstres. Vous allez pouvoir one-shot des boss. Ça, c'est vrai que j'ai été assez surpris. Alors, je n'ai one-shot que des boss durant la phase de chasse, c'est-à-dire que ce ne sont pas encore de vrais gros boss logiquement. Moi je suis parti sur le tout premier boss et il s'avère que le premier boss déjà a des gimmicks très particulières et il a aussi le fait d'avoir... Alors c'est pas des sets, si c'est un setup différent, mais il a aussi un listing d'événements totalement différent au listing de base que vous allez influer sur les phases de chasse et les phases aussi de sauvetage et de fouille. Ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que c'est thématique à l'antre où vous allez arriver. Ça, c'est bien. Ça, voilà, c'est un autre point positif aussi, c'est vrai que je l'ai oublié, mais ça, c'est bien. C'est thématique avec l'antre du repère du truc. Et c'est vrai que moi, je me suis fait décimer là-dessus parce que les dés n'étaient pas avec moi. Alors, je ne sais pas si ce sont les dés qui m'ont mis dedans. Alors, très sincèrement, oui. Mais le boss déjà réagissait de manière totalement différente et il tapait un peu partout, il se cassait, machin. Donc sur la gestion des boss, j'ai pas tout fait. Je suis arrivé jusqu'au niveau 1 et je vous ai dit, niveau 1 déjà, j'ai pu faire une bonne vingtaine de parties. Hein. J'ai pas pu augmenter au-delà parce que ça prend quand même du temps. Et par rapport à ça, j'ai pas senti que le boss dans l'antre était facile. Voilà, ça c'est une appréciation très particulière. Mettez dans les commentaires si vous avez vu que le boss était simple. Mais pour le coup, j'ai eu plus de facilité à one-shot une sorte de lieutenant de boss dans une phase de chasse, parce qu'ils y arrivent et ce qui vous permet de monter le compteur. Mais dans une phase de décapitation, j'ai senti qu'il y avait une difficulté un peu plus supplémentaire. Donc voilà, un système en dents de scie, c'est dommage, puisqu'on a l'impression des fois de rouler sur le jeu, et des fois on a l'impression que le jeu nous roule dessus. Donc il n'y a pas une harmonisation dessus assez sympa, donc c'est un peu compliqué sur la rythmique. Voilà, il y a ce côté-là qui n'est pas assez cool. Autre point négatif que j'ai sur le jeu, moi, c'est le système de portail. Alors c'est vrai que normalement, c'est dans une cité, on n'a pas de portail d'une salle à une autre, comme ça on ne devrait pas en avoir, on devrait avoir des portes. Je ne sais pas pourquoi ces gens appellent ceci des portails, vous voyez, c'est le truc qui tient comme ça. Pour 150 balles, on aurait pu nous rajouter quand même 5-6 arches comme ça pour faire des portes. Très sincèrement, moi je vais passer sur des portes en 3D parce que ça, j'en ai rien à foutre, ça me sert à rien de mettre un truc comme ça. Je vais passer sur des portes en 3D, c'est plus funky, c'est plus machin, et c'est plus aussi immersif, donc je vais passer là-dessus directement sans gros soucis. Mais on a ce sentiment voilà, où des portails, alors que c'est dans une cité, il y a un manque ici de cohérence et de cohésion assez faux-folle. Un autre point négatif, comme je vous l'ai dit, mais ça je me le répète ici un peu souvent, c'est les points là que vous allez avoir, le manque d'illustration sur les cartes d'items, c'est dommage. Moi, quand j'ai les gravures du cristal de Ish sur mon armure, eh bien je vais avoir une gravure du cristal pour me dire tiens, regarde, j'ai un cristal sur mon armure. C'est dommage, un ombre étoffé fortifié, vous voyez, on a des bracelets de cheville, c'est dommage tout ça, pourquoi ne pas avoir illustré en fait des bracelets de cheville? Encore une fois, moi je vais passer sur de la customisation pour mettre un bracelet, mais c'est pas à nous de le faire, Games Workshop, quand même, merde, vous pouvez quand même mettre de simples illustrations, là tout est fleuve, c'est dommage de passer quand même à côté, donc vous mettez des trucs comme ça et à côté vous laissez, quand même un peu bizarre.
Et à côté de ça, on a les tuiles. Alors, moi, les tuiles, je ne trouve pas fifou. Alors, ce que je trouve bien dans les tuiles, c'est les extérieurs qui sont assez jolis. Mais la qualité des tuiles, on est très loin d'un Space Hulk V3 qu'on a eu avec la texture, avec l'effet 3D, etc. Là, on a un truc glossy. Et c'est vrai que moi, le glossy, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que quand vous avez un spot de lumière, bah, vous voyez, eh bien là, ça réfléchit pas mal. Vous voyez ici, regardez, là, il y a un spot, vous voyez. Des fois, vous êtes là, ah mais attendez, c'est quel cas? C'est chiant, c'est pourri. Préférez du mat. Dans ce cas-là, Games Workshop, ne mettez pas du glossy. C'est relou, c'est chiant, c'est brillant. Moi, j'aime pas en plus le brillant. Enfin bon, bref, c'est dommage de faire un truc comme ça et de... Voilà, des qualités en plus, elles sont assez fines. Moi j'aime pas trop. Alors, on n'est pas sur Dungeon Saga au niveau des... C'est pas du papier à cigarette. Vous voyez, c'est assez fort aussi. Mais peut-être entre Space Hulk et Silver Tower, quand même, un truc un peu épais. C'est dommage parce que voilà, ils sont capables en fait de faire des trucs. Mais bon, le chara design des tuiles, l'extérieur, c'est sympa. L'intérieur, certains le sont, d'autres moins bien, parce que ça ne sert à rien d'avoir des trucs comme ça. Ça fait 40 minutes et je vais même écourter. Et puis à côté de ça, il n'y a pas de truc vraiment fifou. Et dernier point négatif, et je vais m'arrêter là-dessus, puisque c'est vraiment le dernier pour le coup, eh bien, c'est le manque d'obstacles à l'intérieur. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, Moussino, le manque d'obstacles à l'intérieur? C'est très simple. Vous voyez, vous prenez une tuile comme ça. Hop, admettons, je vais vous en donner une, vous allez voir, et vous allez me dire, ah oui, c'est con. Ben oui, c'est con, mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Vous avez une tuile comme ça, avec une table, d'accord? Ou comme ça, avec un bosquet, ok? Mais la table, c'est plus parlant. On va dire le bosquet, on peut sur... Avec la table, on se dit, bah tiens, il y a des tonneaux en fait ici. Pourquoi ne pas avoir mis cette case en rouge en disant qu'elle est inaccessible? Ou alors on fait une action pour monter sur le tonneau, dépenser un dé de 3 ou plus pour monter sur la table justement. Et là, on peut imaginer le mec monter sur la table et schling, 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 il dézone et il est quand même sur la table. Mais donner un dé d'activation pour monter. C'est pareil pour les ruines. On va avoir des catacombes où il y a plein de cryptes, en fait, plein de tombeaux. Et les tombeaux, bah, vous pouvez y aller, allez-y, sans problème. On se dit, c'est dommage quand même, on sait qu'on peut monter sur des tombeaux. Mais dites-nous quand même, pour renforcer un peu plus le truc en étant un peu plus punchy, vous devez dépenser un dé pour monter sur une case. Ou alors, eh bien, le dé d'activation pour votre mouvement, eh bien, ça va être uniquement pour monter sur une case inaccessible. Et puis basta, il va falloir payer un nouveau dé pour se redéplacer. Ça marche aussi, hein, sans aller dans des trucs très très foufou. Je pense que moi, je vais faire ce house ruling, entre guillemets, les règles maison pour justement ce côté-là, parce que c'est dommage. C'est dommage d'avoir plein de décors et de se dire, ben, on a des tombeaux, on monte pas dessus, ou alors on dépense pour monter dessus. Ça, c'est plus cohérent. Le bosquet, je veux bien, les mecs qui farfouillent dedans, mais là, pour une table et des petits tonneaux, c'est dommage. On aurait pu avoir des trucs assez sympas. Donc voici, c'est un truc encore négatif que j'ai eu là-dedans. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il en ressort de ce Warhammer Quest Cursed City? Est-ce que ça vaut le coup ou pas du tout? Est-ce que c'est bien, pas bien? Je vais vous donner mon avis final là-dessus après une vingtaine d'heures de jeu. J'ai passé tout mon dimanche de midi à 4 heures du matin. Juste pour vous, vous voyez? J'ai pris quand même le temps. Hein. Du coup, ce qu'il en ressort, alors moi, c'est un jeu qui... J'ai eu plaisir vraiment à jouer dessus, hein, je vous mens pas. Je me suis tapé des bonnes barres, c'était drôle, c'était rigolo. Il y avait des moments où c'était moins drôle parce que je décimais tout le monde et il n'y avait pas assez de trucs. Et même leurs dés de réaction, on les garde même pas parce qu'il n'y a plus personne qui va agir, donc on les défausse. On dit bon, il n'y a rien, on fait ça à côté. Donc ça, c'est dommage. Mais il y a une bonne replay value sur le jeu où vous vous dites, voilà, vous arrivez dans l'univers d'Ulfengarn avec Radukar, vous essayez de détruire les autres, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut y aller? Alors, si vous êtes amateur de Age of Sigmar, si vous aimez les produits Games Workshop, si vous aimez surtout les figurines, puisque l'intérêt ici c'est d'avoir de très belles figurines, vraiment, 155 € pour le nombre de figurines détaillées, ça les vaut largement, hein, aucun problème. Donc là vous êtes même au-dessus, on vous donne des figues gratos pour le prix, ça vaut à peu près 300 € je pense si vous prenez les figues, hein, à savoir 15-20 € par héros, donc là on est vraiment sur 300 balles, donc ça les vaut vraiment. Si vous cherchez un dungeon crawler et vous dites ouais moi je veux juste l'aspect dungeon crawler, le thème macabre ça me plaît aussi, Age of Sigmar moi je m'en fous, 155 € je peux les mettre, je vous dirais pourquoi pas. Pourquoi pas parce que moi je les ai mis déjà hein, en même temps, donc je vous avouerai que je suis pas aficionados de Warhammer sur le jeu de figurines, mais j'aime bien le jeu de plateau Space Hulk ainsi que celui-ci parce que j'ai vraiment aimé. Et du coup je me dis pourquoi pas, vous pouvez, si vous êtes comme moi entre guillemets, vous êtes comme moi, vous pouvez y aller sans problème parce que voilà, vous allez apprécier, si encore une fois vous êtes comme moi, attention, hein, attention, c'est si voilà le système de Dancy ne vous pose pas plus de problèmes, que les dés, si vous mettent dans la panne, vous vous en foutez, machin. On est
on n'est pas sur un jeu comme Shadow of Brimstone ou autre chose, hein, où on peut calculer, ou Blackstone Fortress, où on pouvait faire des tirs, machin. Il faut le prendre comme étant le Zombicide-like de Games Workshop. Moi, je l'ai vu comme étant comme ça. C'est très fluff. Sur les maps dévoilées, finalement, moi, j'étais le premier à dire « Ah, c'est dommage, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, machin ?» Et en fait, c'est super détaillé, puisque l'ensemble des choses, c'est différentes composantes de la cité. Donc, on se dit, grosso modo, on a une map, et on se dit « Ok, les mecs, ils sont là-bas pour la chasse, allez, on va les chasser. Ok, on peut fouiller là-bas, allez, on va fouiller, machin. » Donc, ça marche très bien, ces thématiques, ils sont dans le thème, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous n'êtes pas si foufou de Warhammer Quest, si vous cherchez un autre dungeon crawler, il y a carrément mieux à côté, je ne vais pas vous mentir, hein. Il y a d'autres choses qui tournent très bien à moins cher encore une fois. Et sachant que les figurines, là, c'est assez sympa, vous avez juste à les clipser comme des jouets Kinder, ça rentre, pas besoin de colle, donc ça, c'est nickel chrome. Donc à vous de voir. Si vous êtes aficionados de Games Workshop, que vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup Warhammer Quest et la gamme Silver Tower, Blackstone Fortress, vous allez vraiment adorer celui-ci. Moi j'ai vraiment aimé, c'est le thème macabre qui m'attire plus là-dessus, avec le côté obscur et sombre, les squelettes, machin. Il n'en demeure pas moins que ça va être un dent de scie aussi sur votre ascension, donc attention, gardez tout ceci en tête. Mais sinon, 155 €, voilà, ça les vaut pour le matériel que vous allez avoir à côté. Maintenant, pour un jeu, entre guillemets, si on se dit plateau, c'est super cher, mais là, c'est pas un jeu type plateau pour des joueurs de jeux de plateau, c'est quand même pour des joueurs de jeux de figurines, machin, qui aiment bien les figues, les peindre et machin. Donc voilà. Vous avez mon avis là-dessus. Vous pouvez continuer en commentaire si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre, machin. Vous allez avoir une vidéo de gameplay, c'est la première que je fais, mais uniquement pour celle-ci, pour vous montrer la première étape de chasse de comment ça joue. Je vais vous la montrer, je vais vous donner un peu plus un sentiment à l'intérieur. Donc ça va durer, je pense, une bonne heure et demie. Donc je ne vais pas la découper, ça sera 1h30 comme ça, voire 2. Et puis d'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!